À l'opposé de la Curée et du M'as-tu vu des parvenus, Le Ventre de Paris est le roman de la petite bourgeoisie laborieuse dans le milieu des halles. Il est aussi celui du contrôle des pulsions qui va de pair avec l'accumulation du capital, contrôle policier qui va de pair avec l'empire autoritaire. Nous allons voir maintenant comment ce thème sociologique et ce thème politique se nouent dans les images du théâtre d'ombre à travers lesquelles Zola met en scène la traque du forçat évadé. Les ombres chinoises ont été introduites en France en 1767 par Dominique Séraphin et ont amusé la cour avant de distraire le petit peuple de Paris, d'abord dans les nouvelles galeries du Palais Royal, puis à Montmartre. Elles tomberont en désuétude vers 1870, avant de revenir sur le devant de la scène au Chat Noir en 1881. Sous le Second Empire, le théâtre d'ombre est par excellence le spectacle de l'enfance, mais aussi celui des pauvres, au double sens économique et culturel du terme. Zola affectionne tout particulièrement cet écran. Dans la Confession de Claude, c'est dans un carré de lumière jaune, projeté sur une muraille par la fenêtre voisine, que Claude voit se mêler les ombres embrassées de sa maîtresse et de son ami Jacques. Dans son Excellence Eugène Rougon, l'ombre d'une tête énorme, traversée par des bouts de moustache, entourée d'une silhouette grêle et d'une autre colossale, révèle au ministre le rendez-vous secret de Napoléon III avec une aventurière et un mouchard. Les personnages des ombres chinoises sont en effet parents de ceux de Guignol. Ils sont reconnaissables au premier coup d'œil. Les uns sont très gros, comme Gratelard, d'autres très minces, comme Gringalet. C'est à travers cet écran typiquement populaire que Mademoiselle Saget espionne Florent. Le proscrit a pris l'habitude de passer ses soirées au café en compagnie du gras Quenu et d'une poignée de républicains. Le patron, le bigre, leur a même réservé un cabinet particulier. Au fond, il y avait le cabinet particulier, un coin de la boutique que séparait une cloison aux vitres blanchies par un dessin à petits carreaux. Pendant le jour, une fenêtre qui s'ouvrait sur la rue Pirouette l'éclairait d'une clarté louche. Le soir, un bec de gaz y brûlait. Quand le dernier venu avait tiré la porte de la cloison vitrée, il se savait si bien gardé qu'il parlait très carrément du grand coup de balai. Et ils sont bien gardés, en effet. Postés à sa lucarne, comme au spectacle, la commère, flairant un coup de mistoufle, suit l'avancement du complot sur les vitres dépolies de la grande fenêtre donnant rue Pirouette. Elle avait trouvé là un poste d'observation excellent, en face de cette sorte de transparent laiteux où se dessinaient les silhouettes de ces messieurs, avec des nez subis, des mâchoires tendues qui jaillissaient, des bras énormes qui s'allongeaient brusquement, sans qu'on aperçût les corps. Devant ce pêle-mêle de poings fermés, de têtes coléreuses, d'épaules gonflées, qui semblent se décoller et rouler les unes sur les autres à la manière des silhouettes du théâtre d'ombre, elle s'entraîne à identifier les conspirateurs comme les enfants commentant l'arrivée de Niafron ou du brigadier au Guignol. Elle disait nettement « Ça, c'est le grand dadais cousin. Ça, c'est ce vieux grigou de Gavard. Et voilà le bossu. Et voilà cette perche de Clémence. » Devenue la police secrète de Lisa, elle analyse les faits coupés menus jusqu'au jour où le dénouement brutal lui apparaît avec le profil énorme d'un pistolet tout noir dans la pâleur des vitres. Le bigre, évidemment, est un mouchard, et les vitres dépolies, vibrant comme des pots de tambour, font une admirable caisse de résonance au complot dont le pouvoir tire les ficelles. Arrêté par la police, Florent, le Gringalet de ce théâtre d'ombre, sera renvoyé à Cayenne, tandis que les Gratelards des Halles retourneront à leur digestion impériale. Zola ne choisit pas par hasard la métaphore qui fait de Mademoiselle Saget la police secrète de Lisa. Car le théâtre d'ombre n'est pas seulement un innocent spectacle populaire, il est aussi au principe du célèbre panopticon de Jérémie Bentham. Conçu à la fin du XVIIIe siècle, le panoptique est le modèle de nos prisons modernes. C'est, écrit Larousse, un bâtiment construit de telle sorte qu'on puisse d'un seul coup d'œil en embrasser tout l'intérieur. Son principe est révolutionnaire. Au vieux cachot, qui dérobait le condamné au regard des hommes,
il substitue la lumière permanente du plein jour et l'omniprésence de la vue. Être constamment sous les yeux d'un inspecteur, c'est perdre la puissance de faire le mal, écrivait Bentham, et presque la pensée de le vouloir. Pour assurer cette visibilité permanente du prisonnier, les cellules, disposées en anneaux autour d'un mirador central, sont dotées chacune de 2 fenêtres. La première, sur l'extérieur, reçoit la lumière du soleil ou l'éclairage de fortes lanternes. La deuxième, sur l'intérieur, ménage pour le surveillant caché au fond de son mirador un écran où se dessinent à contre-jour les moindres faits et gestes du détenu. C'est précisément le dispositif optique du cabinet vitré donnant d'un côté sur la rue Pirouette, de l'autre sur la salle du café. Épinglé par les regards croisés de Mademoiselle Saget et du mouchard Lebigre, Florent est pris du même mouvement dans un grand dispositif d'écriture qui relaie dans le roman le travail d'enquête de Zola. Lorsque Lisa le dénonce à la préfecture de police, on lui présente un énorme paquet de papier dans une chemise bleue contenant un rapport qui ressemble fort au dossier préparatoire du roman lui-même. C'est que le roman zolien fonctionne lui aussi comme un panoptique ou comme un panorama. Le mot panorama, avant de désigner un paysage réel, désignait en effet une rotonde de pierre aménagée pour l'installation d'un tableau circulaire. L'immense marine du panorama Mesdag de Scheveningen en est aujourd'hui le plus bel exemple. Pour donner au spectateur l'illusion de la réalité, on commençait par lui faire perdre tous ses repères spatiaux à travers un labyrinthe obscur débouchant brusquement au centre de la toile. Il la regardait alors sur 360 degrés, à une distance telle qu'il lui semblait voir les lointains depuis une hauteur. Entre la plateforme centrale et la toile, des objets de taille décroissante donnaient l'illusion de la continuité de l'espace. Le premier panorama, construit en 1799 boulevard Montmartre, présentait une vue de Paris depuis les toits des Tuileries. D'autres suivront, boulevard des Capucines, aux Champs-Élysées et ailleurs, représentant Londres, Jérusalem ou Alger, les victoires de Napoléon ou l'incendie de Moscou. Dès 1822, Daguerre avait eu l'idée d'animer le panorama d'une fantasmagorie d'ombre et de lumière. Son diorama du boulevard Saint-Martin présentait un effet de jour, peint en transparence sur le devant de la toile, et un effet de nuit, peint sur l'envers de la toile. Dans sa messe de minuit à Saint-Étienne-du-Mont, l'église, tout d'abord vide et vue en plein jour, s'obscurcissait progressivement, tandis que la nef s'emplissait de fidèles. Pour obtenir le premier effet, très clair, on commençait par dessiner les contours du motif à la mine de plomb. On utilisait ensuite les teintes claires de l'aquarelle, à l'exclusion du blanc, fourni par la toile transparente elle-même. Le second effet, peint avec des couleurs plus opaques, déterminait le modelé des objets et ménageait les ombres du clair-obscur. Il suffisait d'éclairer le transparent, soit par réflexion, à partir de la lumière tamisée tombant de la verrière supérieure, soit par réfraction, à partir des baies latérales, pour faire émerger à volonté l'un ou l'autre effet, comme dans une gigantesque lanterne magique. On créait enfin l'illusion des transitions du jour, avec leurs ombres changeantes, de l'aube au coucher du soleil, en faisant passer la lumière à travers divers écrans ou milieux colorés.